Ce que vous voyez est un article scientifique du bulletin d'information Chemical Warfare Bulletin, édition de mars 1944, où l'on peut voir une photo très explicite. L'article est intitulé « La mort instantanée par lance-flamme » et il qualifie le lance-flamme d'assassin de la miséricorde. Dans cet article, le colonel Orby Bostick explique en détail comment, contrairement à la croyance populaire, le lance-flamme était une arme aussi honorable que n'importe quelle autre, et qu'en réalité, il n'était pas aussi redoutable qu'on le pensait. Ce qui contraste avec toutes les idées préconçues que nous pouvons avoir sur le lance-flamme, même aujourd'hui. L'article a été publié en mars 1944 et son message était plus que clair. Le lance-flamme ne causait pas de souffrance à ses victimes et les décès qu'il provoquait étaient instantanés. Ce surnom s'est popularisé pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à des articles comme celui-ci, l'arme de la miséricorde. Mais qu'en est-il de la véracité des propos du colonel Bostick et des autres études similaires? Le lance-flamme est-il vraiment une arme cruelle comme on le croit aujourd'hui? Regarde! Au milieu de l'année 1944, d'immenses batailles se préparaient dans le Pacifique. Et lors de ces batailles, le Japon se défendait avec des réseaux défensifs très complexes, certains étant imprenables par les armes conventionnelles. Les lance-flammes jouaient un rôle clé pour démanteler les défenses japonaises et faisaient partie du quotidien des soldats du Pacifique. Cependant, une autre bataille se menait loin du Pacifique, en particulier au cœur des États-Unis. Et c'était une bataille morale. La création du napalm avait fait des lance-flammes des armes à portée extrême, et les flammes qu'ils projetaient pouvaient rester allumées beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Elles pouvaient adhérer à des surfaces comme le bois, le béton et bien sûr aux vêtements. Les images résultant des batailles étaient pour le moins terrifiantes. Les gens étaient horrifiés de voir comment les chars M4 Sherman projetaient d'énormes colonnes de feu sur les Japonais, comme un pompier projette de l'eau sur un incendie avec une lance. Cela a fait que, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'armée, les gens se sont inquiétés de la barbarie de cette arme. Mais tout cela représentait un dilemme. Une lance-flamme était le seul moyen viable de nettoyer les bunkers japonais. Ils ne pouvaient donc pas arrêter de les utiliser. Mais l'armée et la presse questionnaient aussi la moralité de son utilisation. La discussion eut un tel retentissement que le général Marshall lui-même en parla dans l'un de ses discours. Les protestations véhémentes que je reçois contre notre utilisation du lance-flamme n'indiquent pas une compréhension de la signification de nos morts sur la plage de Tarawa. Dans ce contexte, le colonel Orby Bostick rédigea cet article. Bostick travaillait dans le corps chimique de l'armée américaine et exerçait comme officier chimique dans le Pacifique Sud. Non seulement il avait accès au lance-flammes, mais il observait aussi bien l'opération que le résultat de son utilisation. Personnellement, il avait constaté que la plupart des suppositions avancées par les détracteurs du lance-flammes étaient, à son avis, au moins un peu biaisées et sensationnalistes. Bostick a décidé d'analyser en profondeur si le lance-flamme faisait réellement souffrir ses victimes. Pour cela, il a d'abord commencé à interroger des opérateurs de lance-flammes. Dans son étude, il a publié le témoignage suivant de quelques marines. Moins de 2 minutes après que les rafales du lance-flamme aient pénétré dans les meurtrières, nous étions en train d'examiner l'intérieur. Nous avons trouvé 5 corps japonais dans le bunker. Aucun ne montrait le moindre signe de vie. Ces Japonais ont été définitivement mis hors de combat instantanément. Dans son étude, il l'a ensuite cité comme témoignage direct. Il a observé que certains Japonais étaient retrouvés inertes à l'intérieur des bunkers, mais qu'ils ne présentaient aucune trace de brûlure. Il en a conclu que les lance-flammes tuaient leurs victimes instantanément, sans souffrance supplémentaire, affirmant que le lance-flamme était une arme plus miséricordieuse que l'explosif. Cette étude s'est ajoutée à beaucoup d'autres dans le même bulletin de l'armée. Une croyance populaire qui persiste encore aujourd'hui est que lorsqu'un soldat est touché par les flammes, il crie d'agonie jusqu'à la mort. Eh bien, une étude en particulier, basée sur le témoignage du capitaine J.F. Holtz, rédigée à partir de son expérience acquise lors de la campagne de Nouvelle-Géorgie en 1943, a affirmé ce qui suit. L'ennemi peut-il ou non pousser un bref cri lorsqu'il est confronté à la flamme nue? Tous ceux qui ont utilisé le lance-flamme ou qui ont été en action et qui ont examiné les résultats pensent que si un tel cri s'est produit, l'ennemi était mort avant même d'avoir fini de crier. Holtz a également observé la même chose que Bostick. Il y avait des morts avec des brûlures et d'autres intacts. Ainsi, le feu qui était censé causer l'agonie n'était pas ce qui provoquait le décès. Tout était clair.
le lance-flamme était aussi cruel qu'un fusil standard. Cependant, il n'y avait toujours pas de preuves définitives. Les études publiées dans le Chemical Warfare Bulletin sur le lance-flamme et sa manière apparemment instantanée d'éliminer l'ennemi étaient essentiellement basées uniquement sur des expériences de terrain, des conjectures et des théories, plutôt que sur des recherches scientifiques concrètes. Au début, elles n'étaient pas prises au sérieux, mais l'étude de Bostik a eu un tel retentissement médiatique que le service de guerre chimique de l'armée des États-Unis a commencé à financer des études sur les lance-flammes. Des organismes privés et gouvernementaux ont commencé à étudier en profondeur l'effet du feu sur les victimes. Entre août 1944 et février 1945, plusieurs symposiums ont été organisés pour présenter les résultats des différentes études. Le plus remarquable a été réalisé par l'entreprise Arthur D. Little Incorporated, qui fabriquait des armes incendiaires. Ils ont utilisé des blocos hexagonaux similaires à ceux des Allemands, ont ajouté un mur intérieur et ont projeté des flammes par l'un des côtés. Lors d'une autre expérience à l'université de Harvard, des bunkers similaires ont été utilisés avec des cochons domestiques munis de capteurs. Dans certains autres cas, pour une raison quelconque, on utilisait des chiens, qui étaient sédatés avant l'expérience. Ils pouvaient être des monstres, mais au moins, c'étaient des monstres décents. Ils ont installé différents appareils de mesure, et je ne veux pas vous ennuyer avec trop de détails scientifiques, mais au final, on a découvert que les hypothèses de Bostik n'étaient pas si farfelues. Mais appeler le lance-flamme l'arme de la miséricorde était extrêmement imprécis et quelque peu biaisé. Bostik a théorisé que la létalité du lance-flamme allait au-delà de la simple flamme. Donc il n'y avait aucune souffrance inutile chez les victimes, puisque la douleur est causée par la flamme elle-même. Les études ont révélé des données impressionnantes. Bostik avait raison de dire qu'il y avait d'autres causes de mort au-delà de la simple flamme. Mais ces causes annexes ne provoquaient pas une mort instantanée. En fait, elles se sont avérées être vraiment ce qu'il y avait de plus terrifiant du lance-flamme. Paradoxalement, être touché par la flamme était la meilleure chose qui pouvait arriver si tu étais dans la ligne de mire d'un lance-flamme. Dans des endroits clos comme les bunkers, les grottes et les tranchées, là où on utilisait généralement le lance-flamme, un effet curieux se produisait lorsque la flamme était projetée. La chaleur, étant confinée, augmentait de façon extrême, comme dans un four, atteignant des températures entre 350 et 1000 degrés à l'intérieur d'un bunker de taille standard. Cela signifiait que, même si la flamme ne te touchait pas, selon la conception du bunker, tu pouvais quand même recevoir une chaleur capable de te causer des blessures mortelles. Cette chaleur résiduelle pouvait te tuer en l'espace de 3 secondes à 3 minutes. Donc, si tu recevais cette chaleur résiduelle, tu finissais par souffrir d'une douleur indescriptible jusqu'à 3 minutes. Il se passait aussi quelque chose de très intéressant. La flamme qui pénétrait consommait tout l'oxygène du bunker. Donc, si jamais tu étais trop loin de la flamme pour recevoir sa chaleur, tu mourrais dans une agonie due à l'asphyxie. Et même ainsi, si tu étais loin de la chaleur et dans un endroit bien ventilé, comme une tranchée, tu pouvais aussi mourir en inhalant les gaz toxiques et irritants dégagés par la combustion du napalm. Tout cela en quelques minutes. Même si tu avais la chance de survivre à tout cela, tu pouvais mourir des semaines plus tard dans une agonie à cause de complications pulmonaires, soit par l'inhalation de gaz toxiques, soit à cause de blessures liées à la chaleur. Seul celui qui recevait la flamme directement subissait le choc thermique qui le faisait mourir instantanément. Cela expliquait pourquoi les Marines trouvaient souvent des soldats morts sans brûlure après une attaque au lance-flammes dans les bunkers. Certains tombaient d'une manière particulière, mais évidemment, la plupart ne subissaient pas ce destin miséricordieux théorisé par Bostik. Cette série de recherches a été essentielle pour comprendre scientifiquement la véritable barbarie du lance-flamme, effaçant enfin l'idée que le lance-flamme était une arme miséricordieuse. Malheureusement, lorsque la vérité a été découverte, la guerre était déjà terminée, et des dizaines de milliers de soldats étaient déjà tombés victimes de ces armes cruelles. Et si tu te poses la question, souviens-toi, les États-Unis ont cessé d'utiliser le lance-flamme au milieu des années 50, l'utilisant de façon limitée jusqu'à sa disparition totale en 1978. Mais pas parce que ces armes étaient cruelles, mais parce qu'ils ont trouvé un moyen beaucoup plus efficace de répandre les flammes. Les napalm. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Pourquoi les casques allemands avaient-ils des cornes pendant la Seconde Guerre mondiale? Ici, tu trouveras la réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.